La réunion est maintenant enregistrée. Meeting recording has started. Et du coup, cette session regroupe 3 communications. Alors malheureusement, Josiane Poussetti, je crois que vous l'avez déjà un peu vu en ligne, n'a pas réussi à obtenir son visa. Des raisons qui sont toujours mauvaises et du coup, on est vraiment désolé. Je ne sais pas si Josiane, tu nous entends bel et bien. Et La connexion, si je peux me permettre, elle est juste un peu instable, donc on va essayer de la voir. Elle a ses propres slides. On est en train de, en même temps, d'essayer de tout régler. à mon avis, après, il faudra bien demander à tous ceux qui sont en ligne de couper leur vidéo. On va essayer de vraiment limiter la bande passante. On va essayer, je l'ai vu venir, je l'ai vu repartir, donc la connexion, je pense qu'elle est instable. Je vous laisse continuer. On aura aussi Maria Recalde, qui interviendra, je ne sais pas comment on prononce votre nom de famille, qui interviendra sur ce qui se passe en Colombie. Vous êtes deux en fait à intervenir sur la Colombie, et Michael également sur ce pays. Est-ce que vous avez déterminé l'ordre? Oui, a priori. Donc, je vais te présenter parce que je sais de quelle élaboration. Charles, suite de mon biographie. J'ai inscrit à l'UNR à différents développements sociétés de l'Institut d'études de développement parisien. Et donc, je vous remercie d'abord pour l'invitation et l'opportunité de participer à cette journée doctorale. Donc, ce travail de recherche porte sur les organisations paysannes agroécologiques en Colombie. Et surtout la méthode de ce système agroalimentaire, l'agroécologie, face à différents types d'aléas, soit des conflits armés, soit des aléas climatiques, différents types de conflits, qui sont des contextes multi-risques. Donc voilà, et cette recherche s'est faite dans le cadre d'une consultance pour l'ONG, l'AFD. Donc c'est le premier résultat on essaie de valoriser dans l'étape exploratrice d'exploration des contextes de cette organisation paysanne. Je voudrais tout d'abord un peu souligner l'importance de l'agroécologie aujourd'hui pour la transition du système agroalimentaire, surtout des modèles industrialisés, et c'est fait, dégradation environnementale, dégradation des communautés paysannes. Donc, il y a grand enjeu des différents types d'acteurs de développement concernant la mise en place de cette. On devrait tout d'abord un peu. Oui, ça arrive, ça arrive. Donc, voilà, l'agroécologie est mise en train de l'agenda des différents acteurs de développement dans la question des transitions alimentaires. Mais c'est parfois beaucoup la question de comment la mettre en place, comment la mettre à l'échelle. Donc, dans cette question, les organisations paysannes des pays du Sud ont repris un rôle très important, mais c'était un peu négligé depuis les années 80 dans la restructuration, des ajustements structurels dans les pays, surtout du Sud. Donc, il faut dire que cette organisation reprend cette rôle important de cette transition du système agroalimentaire parce qu'il y a une capacité collective très importante de ce type d'organisation, aussi parce qu'il y a une réduction des coûts de transaction par la mise en place de différents types de politiques et de projets de développement. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'agroécologie est menée par différents types d'acteurs internationaux, des organisations sociales, parce qu'il y a un certain atout qui est présent dans le système alimentaire, principalement une harmonisation entre le système agroalimentaire et environnementaux. Il y a une moindre dépendance aussi de ce type de communautés qui mettent en place les systèmes agroalimentaires concernant la question des centrales externes, principalement agrochimiques,
ont moins de dépendance par rapport au financement extérieur, il y a moins de dépendance des marchés internationaux. Mais certes, cette organisation ne se trouve pas à faire une décision très facile concernant la mise en place de ce système agroécologique. En fait, parce que cette organisation paysanne se trouve dans des contextes très inestables, sont des organisations très vulnérables à la base. Ils sont normalement minorés dans la conception des projets politiques publics au niveau agricole et rural. Et aussi, il existe une trajectoire de régulation de l'État concernant cette question agricole et un processus sociodémographique compliqué, un processus de paysanisation de la campagne en Colombie. Donc, ça a posé une question de recherche concernant à cette question de la mise à la preuve de l'agroécologie dans ce type de contexte. Quels sont les facteurs qui permettent à une organisation paysanne agroécologique de maintenir son fonctionnement dans un contexte à risque multiple? On a posé une hypothèse dans laquelle on dit que les organisations agroécologiques, paysannes agroécologiques qui arrivent à résister ou à conserver son fonctionnement de l'État, ils ont la capacité à maintenir certains types de transactions à long terme et aussi ils sont orientés plutôt pour une dimension politique qu'une dimension strictement pratique de la mise en place d'un type d'agriculture. Donc, pour cela, on a utilisé un peu un concept, c'est pas la bonne diapositive, pardon, c'est pas la bonne présentation, mais bon, j'ai envoyé deux versions, mais bon, je travaille sur cela. Un concept de résilience organisationnelle qui a travaillé le directeur de la consultance, c'est Pierre Clément, et il a fait un travail exploratoire d'exploration en Côte d'Ivoire. Et on utilise les concepts de résilience malgré un peu les critiques qui existent sur les concepts. On considère que si bien la résilience est un concept un peu ambigu, qui a beaucoup de succès et beaucoup d'instabilité par rapport à ce concept, on considère que c'est très utile à la recherche et qu'on peut faire une démarche scientifique en utilisant ces concepts. Donc, les concepts renvoient directement à la question de l'agencité et il y a une double dimension. Une dimension adaptative dans laquelle les organisations paysannes confrontent ou s'adaptent à différents types de contextes global et local. Mais en même temps, il y a une dimension aussi transformative. Les organisations mènent différents types d'actions pour améliorer les conditions de vie et les moyens existants de s'associer, de familles paysannes, mais aussi travaillent de la transformation même du système agroalimentaire. Donc l'agroécologie est aujourd'hui un peu les voies privilégiées pour faire ce type de transformation. La résilience organisationnelle, on a décidé 4 axes principaux. La sécurisation, c'est un axe qui renvoie à la capacité de l'organisation paysanne à assurer, à mobiliser et avoir accès à différents types de ressources, différents types de capital financier, capital physique, conserver le capital naturel dans ce territoire. L'autonomisation, c'est la capacité de ce type d'organisation paysanne à avoir accès à différents types de ressources matérielles, techniques et symboliques, mais sans dépendre d'un autre type d'acteur ou d'un autre type d'organisation. Le troisième, c'est la responsabilisation, que c'est un peu la capacité à répondre vis-à-vis ses associés, les familles paysans et les paysans eux-mêmes, des collectifs aussi, des réseaux aussi paysans ou des autres structures intermédiaires, et aussi une responsabilité vers l'écosystème et le territoire lui-même, et aussi une question de légitimation. C'est très important aussi les processus d'acceptation ou rejet des types de décisions et des types d'actions qui prend l'organisation paysanne.
soit à l'intérieur la légitimité que les membres ou les associés de cette organisation, mais aussi la légitimité que les des autres types d'acteurs. Un peu le cas conceptuel qu'on a mobilisé. Donc, pour la consultance, il y a deux organisations agroécologiques. Une première organisation qui se trouve dans un département qui s'appelle le département de Valle del Cauca, et c'est une organisation des producteurs de café à petite échelle de l'Amérique. C'est une organisation, la première organisation exportatrice de café agroécologique depuis les années 90, mais c'est une organisation qui a confronté depuis 30 ans différents types de contraintes. Premièrement, évidemment, différents types de transformations macroéconomiques qui ont causé des grands problèmes pour la continuité de la production de café. Mais les aspects les plus compliqués pour cette organisation sont la pression foncière. Dans ce département, en Colombie, il y a la culture de canne à sucre de manière extensive et une production de l'agro-industrie très importante. Donc, cette petite communauté paysanne se sont confrontés à l'accaparement des terres, au déplacement, de la main des acteurs de l'État, l'armée, en alliance avec des groupes paramilitaires qui sont nés dans une région plutôt au nord de ce département et qui se sont déplacés de la main, évidemment, des financements des grandes multinationales et qui viennent à créer un type de conflit pour l'appropriation de ce type de terrain parce que la Colombie se caractérise qu'il n'y a pas une réforme agraire importante, donc il y a une grande informalité de la possession de la terre. La deuxième organisation qu'on a travaillé, c'est l'organisation ASOPET, qui est une association de producteurs écologiques de Plana. C'est un autre département, c'est le deuxième département qu'on trouve là-bas. Et cette organisation se caractérise parce qu'elle se situe dans un territoire très stigmatisé par l'État. Dans le XXe siècle, cette organisation, différents types de mouvements paysans sont nés dans ce territoire. Et en effet, c'est un peu l'endroit où ils sont nés les FARC, dans les années 50 et les années 60. Donc, il y a une réponse de l'État dans laquelle il empêche de tout type de projets de développement. Il n'y a pas d'infrastructures routières, il n'y a pas d'infrastructures hospitalières, pas de projets de développement rural, pas de développement d'infrastructures éducatives. Donc, c'est une organisation qui travaille beaucoup sur l'autogestion depuis des décennies. Cependant, dans l'année 2014, il commence un processus de construction de processus de paix en 2014 entre l'État et cette organisation, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Donc, ce territoire commence à avoir un regard complètement différent de la part de l'État. Il commence à arriver différents types de projets, principalement avec la notion de résilience du territoire, mais accompagné des grands financements d'entreprises internationales qui commencent à ramener un peu à jouer le rôle public-privé dans cette année. Donc, on a décidé de construire aussi un dispositif méthodologique qui nous permet un peu a posteriori faire une analyse comparative, même si les cas de la Colombie doivent être comparés avec 4 cas de différents pays. La consultance est faite en 5 pays, 2 pays en Amérique latine et 3 pays en Afrique. Donc, c'est la même démarche pour les 5 pays. On a essayé de faire une démarche qualitative dans laquelle j'ai mené dans l'année 2022 45 entretiens auprès de différents acteurs. On a choisi un échantillon en essayant de cibler les acteurs plutôt administratifs des organisations paysannes, mais aussi on a essayé de localiser la recherche en faisant différents groupes de discussion. On a ciblé différents types de haches parce qu'il nous semblait très important pour la résilience des organisations paysannes réfléchir beaucoup à la transition démographique.
parce que, évidemment, tous les paysans dans les pays du Sud sont des personnes très âgées. La plupart des individus qu'on a trouvés sont des gens de plus de 50 ans. 80% c'était des gens entre 48 ans et presque 70 ans. Donc, les organisations paysannes agroécologiques se caractérisent pour être des gens, des anciens militants un peu politiques qui concernent ces pratiques agroécologiques. Après, on a fait une analyse, on a codifié tous les entretiens, on a enregistré les focus group et après, on a fait toute la retranscription et fait restituer de manière plutôt orientée à les concepts, les concepteurs qu'on a proposés. Donc, la première organisation, on a trouvé que c'est l'organisation de la Sofecam qui se trouve dans le département des Vallées du Cauca, qui se trouve dans les conflits fonciers avec la canne à sucre. On a trouvé que cette organisation arrivait à construire sa sécurisation à travers des investissements en capital physique. Le capital physique, c'est très important pour une organisation paysanne pour rester dans les temps, parce que ça les permet de confronter différents types de déséquilibres économiques et même de devenir un espace de socialisation entre les différents producteurs. Dans la sécurisation, c'est très important le capital naturel. Les organisations agroécologiques ciblent le capital naturel comme une manière non seulement de rester, de diffuser différents types de connaissances autochtones, mais comme une manière de s'établir dans les territoires et dire aux agents de l'État, des agents paramilitaires, de dire OK, on est là, on conserve notre manière de produire, mais s'il y a des contraintes économiques qui nous empêchent, s'il y a des blocages de l'État, de différents types d'acteurs, on utilise des configurations agroécologiques et agroforestières pour conserver le capital naturel. Très important pour cette petite organisation, la caractéristique de cette organisation, c'est que dans les années 90, il y avait plus de 150 individus qui appartenaient à l'organisation. Aujourd'hui, il y a moins de 30 individus qui appartiennent à l'organisation, donc il y a beaucoup de désaffiliation de la part des paysans. Mais l'organisation a créé une stratégie de créer des liens avec des réseaux à l'Amérique latine, des grands réseaux agroécologiques qui soutiennent non seulement la question technique, mais aussi la question politique. Différents types de stratégies. Et aussi la Via Campesina, qui c'est actuellement les mouvements de résistance aux initiatives néolibérales les plus importantes au monde. Donc il y a une diffusion de différents types de stratégies. Par rapport à l'autonomisation, il y a une question très importante des organisations paysannes. Elles disent qu'il faut créer une stratégie d'autonomisation pour faire un divorce des modèles agro-industriels traditionnels. Mais cela ne se fait pas de manière si simple. Donc, ce sont des organisations qui sont habituées à travailler avec un système de production avec beaucoup d'agrochimiques, une dépendance à financement, la question aussi de l'assistance technique. Donc, cette organisation dit, OK, il y a un conflit maintenant avec certaines institutions qui avant nous appuyaient et maintenant il faut se séparer de cette organisation. Donc, les réseaux agroécologiques au niveau continental essayent de prendre maintenant en charge ce type de fonctionnement, des fonctions qui prenaient avant de cette institution. Il y a aussi une question d'autonomisation par rapport à la question de l'innovation endogène, de la question technique et des pratiques agricoles. Par rapport à la responsabilisation, cette organisation, c'est passion. C'est bon. Merci. La question de la protection de la vie des producteurs, c'est très important. Cette organisation se trouve au milieu des conflits des acteurs des guerrillas et des acteurs paramilitaires. Donc, ces conflits, ces constants, ces disputes pour le territoire, fait que l'organisation ne soit pas seulement concentrée sur la question de production et de conservation des actifs, mais ils disent, OK, il faut mettre une stratégie pour conserver notre capital, qui sont les paysans qui sont dans ce projet. Évidemment, parce qu'il y a un vécu dans les années 2000, des menaces. Et il y a un vécu aussi des actions violentes contre le monde de ce type d'organisation. Donc, ça crée même une question de résilience psychologique vers le leader de ce type d'organisation.
pas tout le monde veut devenir leader de ce type d'organisation. Donc, ces gens sont confrontés à choc constant et à la tension constante, parce qu'en même temps, ces acteurs armés, ils vont s'impliquer dans l'État, dans les institutions locales, dans les marchés locaux aussi. Donc, c'est une question de protection de la vie, un enjeu très important pour cette organisation. Finalement, cette organisation est légitime ces projets agroécologiques parce qu'il y a un rejet de l'agroécologie dans les territoires. Les acteurs armés disent qu'il faut produire la meilleure produit, il faut aller dans les marchés sur lesquels on veut travailler, sur lesquels on a un investissement. Donc l'agroécologie, dans le moment que tu deviens autonome et que tu conserves ton territoire, il faut faire un peu pression pour que les paysans quittent le territoire. On va trouver les enfants des petits paysans afin qu'ils rejoignent les petites armées rurales ou urbaines. Donc en même temps, c'est un projet politique aussi de résistance. Donc les paysans, dans certains entretiens, m'ont dit, même si on ne gagne rien, mais les coûts de production sont plus élevés que les prix qu'on vend, on va rester dans notre territoire. Donc c'est un enjeu politique très important. Et c'est ça qui crée la légitimité et la continuité de l'organisation. La deuxième organisation, ASOPEP, c'est l'organisation qui se trouve dans les territoires où sont nées la FARC. Ils mobilisent dans les dernières décennies un capital social très important. Comme je vous disais, pendant le XXe siècle, très persécuté par l'État. Donc, il y a déjà une base d'actions collectives très importante. Il y a une question d'autogestion des territoires et même de respect pour les écosystèmes. Dans ces territoires, personne ne pouvait toucher la forêt, personne ne pouvait aller à couper n'importe comment, utiliser des chimiques, utiliser l'essence pour produire. Donc, il y avait déjà certaines manières de régulation des territoires. Cependant, dans les dernières 10 années, un processus d'étatisation important. Cette organisation prend un peu les différentes ressources des processus de paix et dit, nous sommes là, on veut créer différentes stratégies pour ramener un peu l'État ici. Donc, il y a différentes agences qui commencent à créer au sein de l'État, commencent à arriver dans ces territoires. Il commence à arriver différents types de services publics. Il commence à avoir une reconnaissance aussi internationale dans lequel ces territoires stigmatisés commencent à passer à dire, OK, c'est un territoire dans lequel on peut produire, dans lequel on peut investir. Et différents investisseurs internationaux commencent à arriver. Donc, les États-Unis, l'Europe, Corée, Japon commencent à envoyer un peu à cibler ces territoires, comment il existe la possibilité de faire du commerce international. Donc, la résilience est liée aussi à la question du commerce international. C'est très important. La mise en marché, créer une mentalité d'entrepreneur. Il s'autonomise aussi le marché agro-industriel. Il devient une grande organisation, la première organisation de production agroécologique au pays. Donc, il se sépare aussi des institutions traditionnelles de production agro-industrielle. Il commence à être un marché très autonome. Cependant, cette autonomie d'aller vers l'international, dans le marché international, en double sens. Parce que cette organisation commence à adopter des standards internationaux de production agroécologique. Donc, tout ce qui est Fairtrade, tous les labels internationaux, c'est une manière dans laquelle l'organisation commence à être un peu vigilée dans sa manière de pratiquer, sa manière de produire, dans la question environnementale, mais aussi la question sociale. Par rapport à la responsabilisation, cette organisation fait des grands investissements dans des projets sociaux. Cette organisation commence à devenir un peu l'État dans ce territoire. Ils commencent à faire même des projets d'infrastructure dans les territoires, pas seulement dans leur siège, mais de manière décentralisée. Comme je le disais, il n'y avait pas d'infrastructure routière. Ils commencent à créer des ponts un peu parce qu'il y a des grands investissements de terre. Ils commencent à construire des petites écoles, ils commencent à construire beaucoup de choses, mais avec l'aide internationale aussi. Et finalement, la légitimation de cette organisation s'est construite autour de systématiser le territoire. Donc, on ne va oublier que ce territoire, c'était le territoire de la FARC. Donc, dans la représentation du territoire, on va essayer de transformer une région très productive. Et la légitimité s'est construite autour aussi d'une stratégie de neutralité politique par rapport à la question du partisme politique. On ne va pas appartenir à aucun parti traditionnel en Colombie parce que ça va créer
dans les territoires qu'on va jouer le rôle des acteurs politiques. Donc, en manière un peu, c'est un peu la première frange, la première partie, la partie annonce des productions agro-industrielles, les premières deux photos tout en haut, on regarde qu'il y a des glissements de terre. Donc, c'est un peu les capitales naturelles qu'on regarde que ça crée déjà beaucoup de problèmes dans l'infrastructure routière. OK, pardon. On va passer peut-être à la dernière diapositive. Donc, au moment de comparer les deux organisations paysannes, on a trouvé qu'il n'y a pas une agroécologie exclusivement pratique, une question agricole, sinon qu'il y a un grand enjeu géopolitique qui va croiser les deux organisations paysannes. On trouve aussi que ces organisations sont très hétérogènes par rapport à ces enjeux, par rapport à ses priorités, par rapport à la reconnaissance des luttes politiques qui mènent. On trouve aussi que le capital social, c'est très important pour une organisation paysanne agroécologique qui commence ou qui veut maintenir son lien par rapport au territoire. Aussi, évidemment, conserver le capital naturel et investir dans le capital physique, mais ce sont des petites unités ou des choses dans lesquelles il faut investir. Les deux organisations partagent un rejet au déséquilibre des pouvoirs des formes de production et commercialisation alimentaire. Et on regarde aussi une difficile autonomisation des organisations paysannes agroécologiques des marchés internationaux des cafés. On pourrait dire que sans le commerce international des cafés agroécologiques, c'est presque impossible que ces deux organisations puissent survivre dans la question des capital financiers. On regarde aussi que la légitimité et la confiance sont très importantes aussi pour la continuité de l'organisation. Parce que la confrontation à ces acteurs armés demande beaucoup de communication, beaucoup d'enjeux, de confiance entre les différents acteurs. Et pour conclure, je vais dire que l'agroécologie est une notion durable pour les communautés paysannes, et même s'il y a des communautés qui survivent et qui confrontent ce type de contexte, sans le soutien de l'État, ça va être presque impossible qu'il persiste ou qu'il existe une mise en échelle de ce type de système agroalimentaire. On peut dire aussi que l'action collective, mais surtout l'adhésion à différents types de réseaux agroécologiques, c'est un peu l'alternative ou c'est un peu la stratégie qui met les organisations paysannes pour survivre, pour réduire sa dépendance à la modèle agroalimentaire ou industriel traditionnel. Et aussi que les territoires qui présentent ce type de conflits vont avoir beaucoup de problèmes pour la transition des systèmes agroalimentaires vers la mobilité. Et pour finaliser, on peut dire aussi que cette proposition théorique reste à stabiliser. On va faire, évidemment, dans 4 pays, c'est en train de regarder ce modèle conceptuel méthodologique, mais on va regarder dans les autres projets. Pardon pour la présentation, ce n'est pas la version actualisée, mais bon. C'est la dernière que j'ai. Ok, non, pas de souci. Merci. Merci. De s'organiser pour les sessions librement, on va mettre un peu Comme la modératrice le souhaite. Peut-être qu'on peut poser quelques questions très spécifiques si vous voulez des compléments d'informations qui portent sur la présentation proprement dite, sachant qu'après, on va avoir quand même d'autres présentations, dont une qui questionne également de production en Colombie, donc ils prennent les cours. Donc, essayez vraiment, si vous avez une question de spécifique, pour compléter peut-être quelque chose que vous ne connaîtriez pas, et après on passera à Emma. Du coup, on peut peut-être prolonger après, mais je me demandais, dans le cadre de ce travail-là, déjà merci beaucoup pour la présentation. J'ai peut-être loupé un épisode quand je suis rentrée, mais
Quelle est la définition de l'agroécologie, enfin les quelques caractéristiques clés que vous retenez depuis votre travail? Bon, l'agroécologie, c'est très important de générer des processus moins dépendants des circuits longs surtout. Donc, normalement, l'agroécologie, on peut l'analyser à partir de trois perspectives, principalement une vision pratique de la question agricole, une version politique et une version académique plutôt. On peut l'analyser de différents aspects, mais principalement l'agroécologie vise à harmoniser les systèmes, les écosystèmes avec la manière de production agricole. Donc, il essaye que tous les intrants se trouvent dans le territoire. Toute la question, pas seulement des centrales chimiques, mais aussi la question du travail. Qu'on soit capable de produire sans dépendre des longues chaînes de production, sans dépendre des marchés extérieurs. Donc, c'est vraiment une question vraiment d'autogestion du territoire et de la production agricole. Concernant, tu as parlé de l'adhésion à des réseaux latino-américains qui étaient très importants pour la survie de ces organisations, notamment Anamuri, qui participe aussi à la vie campesina. Et je me demandais juste si tu pouvais préciser quel est ce réseau, ou de décrire un petit peu plus quelle est l'importance et le rôle qu'il a. L'organisation Azotecam, il travaille avec, évidemment avec la Via Campesina, mais la Via Campesina, c'est un peu parapluie, un peu plus général. Il travaille dans une organisation qui s'appelle MAELA, que c'est l'organisation, pour mouvement des organisations agroécologiques de l'Amérique latine. Donc, ils font de ces stratégies. Une question qui cible les stratégies de production. Donc, ce sont des technologies, d'une manière de se séparer un peu de la production agroindustrielle, qui est des empreintes agrochimiques, des monocultives. Donc, il vise à mélanger un peu la question pratique, mais avec une vision politique. Donc, il y a aussi une question de légitimation, parce qu'ils font la production des connaissances et la diffusion. Par exemple, quand une organisation est ciblée par un acteur armé ou par un acteur public, ils disent, ils commencent à faire la diffusion, il faut faire attention, cette organisation est ciblée. Donc, il y a aussi un travail journalistique très important, à mon avis. Ils font des conférences, ils font des formations continues. Donc, un peu plus. Présentation très intéressante. Je propose qu'on passe à la seconde présentation. Quelques petites questions, puis la troisième, et on aura un vrai échange croisé à l'issue de la troisième présentation. Merci beaucoup à tous d'être là. Donc, je vais vous présenter mon travail de master en études politiques. Ça s'appelle le projet de développement alternatif pour lutter contre les ruptures de coca en Colombie, une silence face au développement. Le secrétaire général de l'ONU, introduire le sujet. Antonio Guterres, en 2021, dit, je cite, la résilience démontrée par les Colombiens dans les zones touchées par le conflit, qui attendent toujours que la promesse de paix se concrétise, est une source d'inspiration et un appel à l'action, et tous les efforts déployés en 2021 seront déterminants pour le progrès du pays. Pour définir très brièvement la notion de résilience, c'est peut-être un peu basique, mais c'est ce que je vais utiliser. Donc, c'est la capacité de quelque chose à surmonter des chocs extérieurs. Donc, il s'agira dans cette communication de dégager des explications concernant le pourquoi et le comment de ces résiliences des communautés colombiennes dans la méthodologie. Mais surtout, il s'agira d'interroger l'utilisation de ces concepts par les organisations, notamment l'ONU, qui a eu un rôle très important lors de l'implémentation des accords de paix. Il s'agirait aussi de comprendre quel est le rôle du développement en fait, ces discours et bouger institutionnel, notamment après les accords de paix.
bon, comme vous le savez certainement, la colonie est dans un conflit armé depuis 60 ans. C'est complexe et plusieurs acteurs sont en jeu. Des paramilitaires, des groupes guerrilleros, des États, des financiers terriens, des entreprises, etc. Mais je ne vais pas parler de la guerre. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est après les accords de paix qui sont signés en 2016 entre la guérilla des FARC, donc la plus importante du pays jusqu'alors. Cet été entre le gouvernement et la guérilla. Dans ces accords de paix, il y a un programme qui s'est créé, qui est celui que j'utilise dans mon mémoire, c'est le programme de substitution des cultures des coca. Donc, pour faire un petit bilan de ce que ça donne les accords de paix après presque 7 ans de sa signature, en gros, le traité promettait des grands changements structurels pour changer les conditions dites sous-jacentes au conflit armé. Cependant, son implémentation est aujourd'hui très très en retard par rapport au temps et aux objectifs qui s'étaient proposés. Et aujourd'hui, on pourrait dire, comme le dit le chercheur colombien Francisco Gutiérrez, que les accords de paix avec les FARC ont été à la source d'un nouveau cycle de conflit dans le pays. Mais bon, voilà, moi ce que je voudrais interroger ici, c'est que vient faire le développement dans les accords de paix. Donc, l'ONU a un rôle majeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'implémentation des accords. En ce qui concerne la lutte contre les drogues, c'est l'ONU, avec sa branche l'ONU-DC, qui a mis en place le programme de substitution des cultures illicites. Je vais insister sur deux choses qui, à mon avis, sont très importantes pour comprendre qui vient faire le développement dans ces accords de paix. Donc, d'une part, c'est le fait que les programmes de substitution des cultures des coca s'inscrivent dans une vision qui est, à mon sens, une vision développementiste de la paix. Et deuxièmement, que ces projets de substitution sont mis en place à travers des institutions qui mettent en œuvre des projets de développement, comme l'ONU ou les États, comme USAID, la Banque mondiale, etc. Donc il s'agit du même univers institutionnel. Donc, la problématique que je pose est de savoir si les objectifs que le programme de substitution des cultures s'était proposé ont été en lien avec les politiques qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire, est-ce que le programme tel qu'il s'est conçu et mis en application a contribué bel et bien à la construction de la paix et à la réduction des tensions? C'est un peu ça la problématique. Et pour vous dire un peu ma thèse, c'est que je pense que la construction institutionnelle de ce qui sont les cultures des coca, en fait, c'est heurte à la participation des paysans, et de ces faits, entretient les conditions qui rendent possible le maintien du conflit dans la paix. Donc, oui, donc je vais expliquer brièvement mon plan. D'abord, je vais parler du programme, comme ce qu'il a été organisé et dans quel paradigme il s'introduit. Ensuite, je vais vous parler de mon travail de terrain à Luisegno, le premier village où c'est un du programme. Et je vais le mettre dans un contexte plus large de politique, on va dire, du développement d'un pays. Et ensuite, je vais faire une ouverture avec la question de la résidence. Donc, le programme de substitution s'est créé avec les accords de paix. Il promettait, si vous voulez, le remplacement des cultures des coca au bout des 2 ans. Donc, c'était censé être fini à la fin 2018. Il n'est toujours pas fini. Et il consistait à faire des subventions en nature et en argent aux paysans qui s'inscrivaient. Change voilà, dès le début, qu'ils arrachent toutes les cultures. Et parallèlement à ça, la réforme agraire qui était aussi prévue dans les accords de paix était censée, on va dire, changer de façon plus structurelle les conditions qui, selon l'institution, font que les paysans cultivent la coca. Donc, c'est pauvreté, c'est de
le droit de l'accès au marché, de façon générale, un manque de présence éthique et de développement. Les dernières années, je vais essayer d'expliquer un peu ces paradigmes donc, aux inscrits du programme. Les dernières années, on a assisté quelque part à un changement de comment on conçoit la question des drogues. Donc, on a passé d'une vision qui était très militariste de la rééducation forcée, armée, à une vision qui est de plus en plus consensuelle sur la question du développement. C'est-à-dire que de plus en plus, voilà, les États considèrent que si c'est parce qu'il y a un manque de développement des prisons statiques. Et ces paradigmes, d'ailleurs, il est défini, il s'appelle développement alternatif. Développement alternatif, c'est comme dire substitution des cultures. Développement alternatif cherche à combattre les conditions qu'il considère, l'institution considère comme sous-jacentes aux cultures illicites, donc pauvreté, basse pression statique, moins d'intégration territoriale et économique à la nation et plus généralement manque de développement. Le programme de substitution s'inscrit, le désaccord s'inscrit dans ces politiques de développement alternatif. Les travaux qui ont analysé ces sujets sont plus nombreux, qui analysent le sujet d'une perspective de développement, qui vont critiquer, je veux dire, qui vont critiquer comment qu'est-ce que fait le développement de la substitution de culture sont plus nombreux. Parce que souvent, il y a mis d'emblée que le développement amènerait à une réduction des cultures et à une installation de la paix. Cependant, les travaux récents, comme celui que j'ai mis en diapo, insistent sur le fait que les dynamiques de développement contemporain peuvent au contraire inciter à la présence de cultures illicites et réduisent davantage l'épanouissement des droits des gens. C'est un peu ce que j'ai mentionné dans mon travail d'état. Le chercheur Jonathan Goodham, que j'ai mis en diapo le triangle, appelle ces visions institutionnelles le trilemme de développement et développement. Je crois qu'il avait parlé aussi de Sénexius le matin. Donc, il s'agirait voilà, d'observer quelque part une spirale vicieuse, comme dit les Nations Unies, de drogue, guerre, violence, manque de présence statique et de développement, à un monde qui serait paix, développement, présence statique. C'est le cas colonial tel qu'il a été décrit et conçu dans les accords de paix, mais c'est plus généralement le cas qu'utilise l'ONU. Donc, pour Marie Thibault, je suis allée dans à Messina, un village au nord du pays. Et le premier, c'est implémenté le programme de distribution. Et j'ai interviewé des acteurs, des paysans qui avaient été inscrits, des fonctionnaires du programme au niveau territorial et aussi des fonctionnaires du programme au niveau national. Je vais faire un bilan très court de mes recherches. D'abord, un bilan interne en programme et après un bilan plus externe. Donc d'abord, comme je vous ai dit, le programme est très très en retard par rapport à ce qui s'était prévu. Il était censé être fini à la fin de 2018. Là, il n'est pas encore fini. D'après l'institution chargée de faire le suivi de l'enquête officielle des accords de paix, jusqu'en 2022, seulement 3% des familles qui étaient inscrites au programme a fini avec tout le cycle du programme. Ceci a comme conséquence assez naturellement qu'à décision comme dans d'autres parties du pays, les cultures reprennent ou les gens partent ailleurs. Soit ils vont cultiver dans les villages, soit ils vont partir cultiver ailleurs, soit ils vont partir dans les villes, par exemple. Mais ceci, le programme a pas mal de soucis des corruptions. Je vais mis quelques extraits en diapo. Quand on est mon enquête, les paysans étaient unanimes à dire qu'ils n'avaient pas tout reçu, qu'ils avaient reçu des choses pourries, des choses qu'ils ne leur servaient pas, etc. Ils l'abîmaient, enfin, des choses comme ça. Mais souvent que en fait, c'est l'implémentation du président de droite, Bouquet, l'ancien président avant Petro, qui était aux sources en fait de ces défaillances des accords de paix.
Cependant, je pense que mon travail du terrain m'a montré qu'ils ne sont pas comme ça, puisque dès le début, les improvisations étaient présentes. Et l'une des plus visibles, c'était le manque de financement qui existait. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai interviewé le premier directeur du programme qui m'a dit, je cite, lorsque nous avons commencé la substitution, nous n'avions pas un centime. Malgré ces clartés de financement, le programme a inscrit 100 000 personnes. Un autre fonctionnaire aussi de l'époque Santos, donc le président avant le président Duque, m'a dit que son patron, son chef, lui avait dit qu'effectivement il n'avait pas d'argent, mais que pourtant il fallait qu'il inscrive le plus de paysans possible. Bon, mais du coup, ma problématique, c'est est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit que d'un manque d'investissement qui pourrait être réglé avec davantage d'argent et davantage d'organisation? Je ne crois pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une première question concerne la territorialité et la participation, qui sont deux questions qui sont essentielles dans les accords d'effet. D'ailleurs, chaque mot est répété une fois par page en moyenne, sur un document de façon culturelle. Donc, comme vous le savez certainement, la question de la participation dans les projets de développement aujourd'hui est largement connue et revendiquée par les institutions. Institutions liées au développement, comme l'ONU, la Banque mondiale. Et lors des accords de paix, évidemment, cette question de la territorialité de la participation est reprise. D'ailleurs, tout au long de mes entretiens, cette question revenait très très souvent pour justifier la légitimité du programme. Cependant, à Bruxelles, c'est le village où j'ai mené mon enquête, les fonctionnaires locaux de la mairie et du programme ou les paysans témoignaient de l'inverse, c'est-à-dire un manque de marge des manières ou une centralité de décision prise à Bogota et une méconnaissance de la unité territoriale entre eux. Donc, vous voyez un exemple qui est assez parlant de ce manque des territorialités et des participations. Les paysans que j'ai interviewés me disaient qu'ils auraient préféré faire un élément progressif des cultures des quotas, mais ça n'a pas été pris en compte par les institutions. Et d'ailleurs, on considère que c'est complètement ridicule et illogique. Mais je pense que cette question a, pour moi, des origines encore plus dans les représentations en fait qui divergent à la fois entre les paysans et les institutions, ou les fonctionnaires des institutions, en ce qui concerne l'économie africaine. Donc, lorsque j'ai interviewé mes fonctionnaires, les fonctionnaires travaillant pour le programme, il était souvent question de représentation de cette société comme des territoires historiquement éloignés, marginalisés, où il n'y avait pas de présence institutionnelle, des zones rouges, où manque de développement, des zones arriérées et abandonnées par l'État, sans développement économique et social, des zones où l'État doit rentrer avec tout son appareil institutionnel. Ce que j'ai constaté, c'est que cette vision s'oppose à celle des paysans et une partie des fonctionnaires locaux, qui au contraire font bien des signalements sur cette présence étatique, notamment dans le cas du communisme. Voilà, tous ces dysfonctionnements, des corruptions, et aussi la communauté partage le sentiment qu'avant l'économie était plus solide, et si bien qu'au début la violence est un peu réduite, non, pardon. La violence est un peu réduite juste après les accords de paix. Non, là, écoutez, c'était très bien. Ici. Non, là, il y a les deux photos. Les photos. Ouais, Voilà. Oui, ça est en décalage. Donc voilà, au début la violence était un peu réduite, mais j'ai mené mon travail terrain il y a un an et les groupes armés avaient repris le territoire. Là où j'étais, il y avait deux groupes armés, des dissidents des FARC et un groupe paramilitaire. Donc je pense qu'on pourrait parler plutôt d'une présence bien effective de l'État
avec des efforts, avec des effets forts. Notamment, je pense au discours institutionnel. Cette présence aussi est observable à travers le système économique plus large, notamment à l'AGP, avec la présence du barrage hydroélectrique et du tango, qui est un acteur politique et économique majeur de la région. Pour vous résumer, l'entreprise a privatisé la rivière qui avant faisait l'objet de toutes sortes d'activités économiques pour les locaux. Donc, ils extrayaient de l'or de la rivière, ils pêchaient, ils chassaient, etc. Depuis, ils ne peuvent plus rien faire, et du coup, depuis 2010, ils sont arrivés. Et beaucoup de paysans m'ont dit que depuis, ils avaient naturellement agrandi leur culture de coca. Aussi, le microclimat a complètement changé, d'après les paysans eux-mêmes. L'événement de 2003 et sombre, ce qui met à mal donc, plusieurs cultures locales, notamment celle du café, qui est un des produits qui se vend le mieux, il a du mal à sécher, donc c'est un problème de la donc pour fermer sur la question de la résilience, je pense que la limitation au conflit et au manque, la limitation des cultures développées au conflit et au manque de développement devient beaucoup plus embrouillée dans la pratique. Des travaux insistent sur comment les politiques de développement peuvent au contraire être liées à l'origine des cultures développées, ou encore comment les politiques développementistes n'introduisent pas forcément l'amélioration des conditions de population. Donc c'est un peu ce que j'essaie de vous démontrer avec mon cas d'étude. Parler donc de la résilience dans le contexte des paix en Colombie, je pense que s'interroger à une question qu'on a souvent tendance à naturaliser. Se présente elle-même, que j'ai mis se présente elle-même comme une organisation voulant contribuer aux sociétés résilientes. Donc je pense que c'est une utilisation linguistique qui renvoie à une naturalisation des crises et une essentialisation des sociétés. Et par le biais donc de déresponsabiliser les institutions et détourne l'attention à une qualité qui serait quelque part admirable, plutôt que rendre visible aux politiques concrètes de la vie des populations à développer. La résilience donc pour le développement doit être remise en cause et surtout remise dans un contexte institutionnel et politisé. Ces arguments accompagnent une nouvelle génération d'interventions des institutions dédiées au développement, qui définissent à la fois les sociétés qui sont essentialisées ou résilientes, ou qui doivent le devenir, comme on dit l'ONU elle-même. Donc pour conclure, j'espère vous avoir démontré que dans le cadre de l'ICENIO, la conception sur l'économie de la coca n'est pas la même entre les institutions et les bénéficiaires de ces programmes de développement. Et contrairement au discours institutionnel, les habitants témoignent des effets de ces projets de développement, comme c'est le programme de substitution ou encore le barrage hydroélectrique, qui rend leur vie plus difficile et qui les pousse au contraire aux économies illicites. Je pense aussi que dans ces contextes-là, on pourrait parler quelque part d'une résilience dès la part des paysans à ces économies-là. J'insiste sur le contexte, hein, ce n'est pas qu'ils considèrent que c'est bien, mais que ce n'est pas de mauvais côté, mais je pense qu'il y a une certaine résilience à continuer avec ces cultures dans ce contexte de développement qui leur met des contraintes diverses. Et enfin, je pense que l'utilisation du concept de résilience pour les institutions qui sont en charge de mener des projets de développement chez les populations vivantes des économies doit être interrogée dans ce cadre que je vous expliquais de trilemme grand cadre de développement. Et voilà, que ces notions renvoient à une essentialisation de société pour le sujet de développement et aussi de des politiques développementistes qui, au contraire, peuvent mettre à mal les populations.
avez des questions un peu précises sur la communication. Si je peux me permettre juste une petite précision, a priori la troisième présentatrice n'arrive pas à se connecter. Elle se connecte puis elle se déconnecte, donc ça va être compliqué pour avoir une présentation en bonne et due forme. Elle nous a envoyé ses slides, mais elle ne va pas pouvoir les commenter. Donc j'ai bien l'impression qu'on va s'en tenir à 2 présentations pour cette session. Donc on aura un espace de débat beaucoup plus large et long, je pense. Voilà. Ouais. Elle est sur son téléphone justement, elle nous a envoyé les slides pour essayer de les projeter. Vous voyez, elle vient de se connecter. On verra combien ça dure. Mais pour les questions pour la deuxième présentation, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Je me demandais aussi, beaucoup en réponse agréable, mais plutôt au Chili. Je vais prendre un peu d'instrument, mais je voulais savoir, là, ça m'a interpellé beaucoup par rapport à cette réforme agraire commune dans les cadres de la communauté. Quelle a été la marge de participation des organisations paysannes? Est-ce qu'il y a eu des instances de quelle a été la participation réelle? Parce que il y a clairement un décalage entre la proposition de la réforme agraire et la mise en œuvre. Parler un peu d'une question de temps. C'est une question de temps, ciblée de temps, et processus de paix. Donc, évidemment, il y a 2 moments importants dans les processus de paix et qui concernent à 2 périodes présidentielles complètement différentes. Celui du président qui porte les processus de paix, qui demande le soutien international, qui fait une préconfiguration de tout l'État, il va enlever certains agents, va créer un autre. Donc, dans ce processus de conception de réforme agraire, évidemment, il y a 2 parties importantes. C'est l'État, d'un côté, et évidemment, les représentants des FARC, des groupes armés, même si les FARC sont complètement hétérogènes dans le territoire colombien. Donc, le point numéro 1 des processus de paix, c'est la réforme agraire intégrale. Ça implique presque la reconstruction de tout l'État, dans la question pas seulement des présences, mais aussi des fonctionnements. Alors, dans ces processus, les organisations paysannes, il y a un petit doigt dans lequel, à travers la FARC ou les organisations paysannes qui ont plus de proximité à la FARC, ont la capacité d'aller dans les processus de paix et dire on veut une réforme agraire avec certaines conditions. Donc, les premières conditions, c'est faire le recensement des titres fonciers et dire, OK, on veut une redistribution de la structure de la terre. On veut faire une restructuration de la terre, mais ça ne se passe que dans les premières périodes présidentielles. L'événement qui va transformer ça, c'est le changement de gouvernement. Qu'est-ce qui passe avec les changements de gouvernement? C'est les pouvoirs et les politiques et les élites économiques qui ont l'accaparement de la terre de la Colombie, qui vont s'investir financièrement et politiquement à mobiliser toutes ces ressources pour empêcher sa réforme agraire. Alors, ça c'est clair, les processus de paix, mais ces acteurs économiques importants et cette élite colombienne vont empêcher de toutes les manières, dans les moments qu'un président d'étoile, c'est un président d'étoile, reprend le pouvoir et dit le processus de paix, mais il y avait un candidat qui a soutenu, je me rappelle bien un exemple très particulier, qui se dit on va démarrer une carrière pour la prise de pouvoir présidentiel, et la première chose qu'on va faire quand on arrive au pouvoir, c'est annuler tous les processus de paix. C'est un peu ce qu'il a dit et c'est ça qu'il a fait.
Donc, ça coupe dans un événement qu'il arrive à pouvoir cette personne d'extrême droite, et ils disent, OK, ce qu'on va faire, c'est, on ne peut pas annuler les processus de paix, on ne peut pas annuler la réforme agraire parce qu'il y a déjà une base juridique très importante, il y a une légitimité internationale parce que le président en amont, il avait prévu ça, comment peut-être l'extrême droite ou la droite arrive au pouvoir, donc il faut mettre des verrouillages un peu partout en pour d'assurer les processus de paix. Cependant, la stratégie des nouveaux gouvernements, c'était de financer complètement les processus. Donc, ils disent qu'il y avait une réforme rurale, il y avait des nouvelles agences, il y avait des agences pour les victimes, pour la restructuration territoriale, des projets de redistribution de la terre. Mais ce qu'on va faire, c'est, d'un côté, dans le côté officiel, empêcher tout type ou entraver tout type de réforme à travers l'État. Et dans les côtés plutôt informels, on va commencer à cibler les acteurs qui ont les communautés paysannes qui participaient à la réforme. Donc, il y avait l'assassinat des plus sûrs leaders paysans. Donc, Colombie, entre l'année 2017 et l'année 2019, devient le pays dans lequel les militants paysans et les militants pour l'environnement sont plus assassinés que dans notre pays dans le monde. Donc, il y a complicité, il y a aussi des acteurs armés. L'armée colombienne s'investit avec ces infrastructures et facilite l'information des acteurs paramilitaires pour créer cette stratégie. Donc, il y a une période présidentielle qui facilite la paix, mais il vient un gouvernement qui va tout bouleverser. Répondre, mais avec, on voit apparaître la figure, une fois interlocutrice, peut-être que je te couperai, profiter d'un moment de connexion, parce que pendant que tu parlais, je suis désolée, du coup je suis un peu concentrée aussi sur ça. Elle arrivait, sinon si on n'y arrive pas, je ne sais pas trop comment on va faire. Donc, tu as le résumé que je pourrais vous lire. On verra si quelqu'un peut. Ouais, j'allais dire à la limite, puisque tout est enregistré, faire peut-être quelques retours si possible pour qu'on puisse les diffuser après. Oui, C'est mais sinon je pourrais le faire, même qu'on a aussi l'intérêt d'être tous ensemble. bien sûr. Bien sûr. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Michael, mais je pense que ce n'est pas juste. C'est-à-dire, c'est indéniable que le gouvernement de Bouquet a mis à mal les accords de paix, donc l'implémentation de la réforme agraire. Mais encore une fois, les problèmes ne datent pas seulement de l'implémentation. C'est-à-dire que dès la coordination des accords de paix, il y avait des énormes problèmes. Alors certes, si on le regarde d'un point de vue plus historique, on peut dire oui, les accords de paix c'est merveilleux, c'est révolutionnaire, c'est génial. Par rapport à ce qu'il y a eu avant, peut-être. Mais là, je me tiens notamment à, si ça vous intéresse, pour le faire colombien, il y a un chercheur vraiment très bien, qui s'appelle Francisco Gutiérrez, qui traite beaucoup cette question de la réforme agraire. Par exemple, il dit, alors même si les accords de paix s'étaient implémentés, les coefficients de Gini, par exemple, auraient été à peine perceptibles. Même si les accords de paix prévoyaient, par exemple, seulement le cadeau de 3 millions d'hectares à des paysans sans terre. C'est bien, mais ça aurait été à peine, c'est mettre un pansement, si vous voulez. Ce n'est pas vraiment des choses très à fond. Et le président Santos, c'était un président libéral. Donc, même si ça s'était implémenté, ça n'aurait pas allé très loin. Alors, pour mon cas d'étude, en fait, il est assez intéressant que, si vous voulez, les territoires ou les municipalités où sont mis en place les programmes de substitution des cultures de quotas sont les mêmes municipalités où sont mis en place les programmes, ce qu'on appelle en Colombie los PEDET, c'est le programme de desarrollo económico territorial, qui était du coup
par la base de la réforme agraire qui était prévue dans les accords de paix. Du coup, la territorialité de la participation était super importante au niveau discursif des accords. Et donc, ils se sont dit, on va faire des réunions avec la communauté pour qu'eux-mêmes, en fait, ils décident de leur développement. En fait, ce qui s'est passé dans la pratique, c'est que ces réunions ont bien lieu. Moi, j'ai participé à une réunion là-bas à Abyssinien. Du coup, il y a des leaders paysans qui, par exemple, au début, en 2017, ils ont fait une liste de 160 initiatives de développement, quelque chose comme ça, où ils mettent on veut construire un pont, on veut un programme pour avoir d'Internet partout dans le village. Donc, certes, ils ont fait ça, mais bon, déjà, après, pour ce qui concerne l'implémentation, c'est un cas de corruption encore terrible. Même, je pense que les plus scandaleux qu'il y a eu les accords de paix, ça s'appelle les scandales au 4 faces, si jamais ça vous intéresse. Donc déjà, l'argent a été volé, mais ensuite, quand j'ai participé par exemple au réunion là-bas, c'était presque un discours de, comment dire, c'était une légitimation institutionnelle quelque part de faire ces réunions de participation, mais en vrai, ils n'ont aucun poids. Voilà. On n'a personne, donc on prendra le temps à la fin. C'est un peu différent. Il y avait le lien était sur le côté post-conflit, mais l'intervention est sur les difficultés de résilience à l'insécurité alimentaire des ménages vulnérables, une analyse empirique à la lumière de la crise dite anglophone au Cameroun. À la fois vraiment de la chance du monde, même de problématiques par rapport à l'analyse c'est pour ça que je pense que c'est peut-être plus facile même pour la discussion de rester là-dessus. On a le resserrement colombien en plus, et aussi en termes d'acteurs intermédiaires, de communautés paysannes, d'organisations paysannes, d'associations. Il ne faut pas hésiter, hein, aussi, là, on a deux personnes très intéressées, mais je suis sûre que... Juste en guillemets, en fait, l'intervenante, la troisième, elle est en ligne maintenant. Elle est bien là. Oui, elle est bien là. Ah ben parfait. Elle est en train de se connecter. Est-ce qu'elle va disparaître ou pas? Elle est là, Josiane. Si tu nous entends. Et elle m'a envoyé aussi des slides. Je ne sais pas quel format. Si elle nous entend. Je crois que c'est compliqué. Non, elle est coupée. Je peux couper la caméra déjà, moi, de mon côté. Elle a coupé. Elle dit que les paroles sont intercoupées et j'ai pas de connexion stable. Ouais, c'est le problème, malheureusement. Pendant un quart d'heure, même si elle peut pas. Elle dit que je pourrais essayer de parler, on peut voir si ça... Elle est toujours là, elle vient de disparaître. Donc je pense que... Ah ouais. Non, il est là. Ouais, elle vient de se reconnecter. Ouais. Je sais pas. Éventuellement, si elle veut bien se prêter au jeu, comme on a encore 3 quarts d'heure, ça vous laisse le temps de faire une vidéo en fait. Vous partager, qu'elle pourra voir. Moi, on a, mais du coup, peut-être pas de 25 minutes, si la présentation est 20 minutes, en réduisant pour que ce soit envoyable, indispensable. On puisse au moins partager ouais, sa présentation. Allô?
Ah, Bon après-midi, vous m'entendez? oui, on vous entend. Allô, c'est Josiane. Josiane Toussé depuis le Cameroun. Allô? Allô? Ouais, tu peux. Continuez le chat. J'arrête de partager. Ouais, tu arrêtes de partager. Peut-être plus qu'une vidéo si elle veut bien. Bah, il demande Peut-être un message audio sur WhatsApp sans la vidéo. La vidéo avec l'internet, ça va jamais. C'est ça. Bah, là, elle vient de disparaître. Je pense qu'en vrai, c'est la méthode la meilleure de faire. Bah, je sais pas si un appel WhatsApp ou alors peut-être un appel WhatsApp ou alors une voice note WhatsApp, je sais pas. À mon avis, ça. c'est pour ça qu'on écouterait. On ne peut pas faire plus de 10 minutes parce que. Ouais. Puis c'est le doigt qui saute après les minutes. C'est ça. Ouais, tu peux Ça sera dans un quart d'heure, 20 minutes, ça vous laisse le temps de Ouais. réaliser. Ouais, ça marche. On s'en occupe. Merci. Les débats peuvent Ouais, continuer. On essaye de. Bon après-midi à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'écoutez. C'est excellent. Si. Bon après-midi, vous m'écoutez? Ok, d'accord. Moi, je suis Josiane Toussé depuis le Cameroun. J'espère que vous m'écoutez. Déjà, allô? Oui. Allez-y, vous pouvez commencer. Pour l'instant, c'est parfait. Est-ce que vous m'écoutez? J'aimerais... Vous m'écoutez? Oui, Tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Bah, en fait, le chat, c'est que si elle disparaît, le chat, il ne le voit plus. Donc, il faut que je voit un mail. Allô? Oui, on vous entend. Allô? c'est parce que c'est pas stable la connexion. Allô? Il n'y a pas de problème. Allô? On vous entend. Tu peux revenir sur. Hein? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, d'accord. Bon après-midi à tout le monde. Je suis Josiane Toussé depuis le Cameroun, l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. Déjà, avant de commencer ma présentation, j'aimerais dire merci à Gendef pour l'opportunité qu'elle m'a offerte de présenter les résultats de ma recherche sur la résilience alimentaire au Cameroun. C'est vrai que la présentation aurait dû être en présentiel, mais nous avons eu des difficultés d'obtention de visa assez rapidement. Le titre de ma communication porte sur les difficultés de résilience à l'insécurité alimentaire des ménages vulnérables, une analyse empirique à la lumière de la crise anglophone au Cameroun. Ma communication aura deux grandes parties, mais déjà, il y aura d'abord une introduction. La première partie portera sur la crise anglophone, de la crise anglophone à la sécurité alimentaire. Elle aura trois sous-parties. La première sous-partie porte sur la crise anglophone en question. La deuxième porte sur le dysfonctionnement des activités agricoles et économiques comme conséquence de la crise anglophone dans les régions anglophones. La troisième partie de mon grand thème porte sur l'insécurité alimentaire et les périodes de soudure dans les régions anglophones.
Notre grande portera sur la multiplication vaine des stratégies de résilience alimentaire des ménages anglophones. On verra entre autres les essais gouvernementaux et non étatiques. On verra également le changement de régime alimentaire adopté par les ménages anglophones comme stratégie de subsistance à la crise alimentaire. On verra également une autre stratégie adoptée par les populations qui est le déplacement des populations. Introduction. Introduction. Allô, introduction. Contexte de l'étude. Le monde vit un contexte très dynamique de croissance démographique. La population est estimée à plus de 9 milliards d'habitants sur la planète en 2050. Pour assurer la suivi de cette population, l'alimentation et le bien-être multidimensionnel sont des défis majeurs. En effet, la sécurité alimentaire des ménages et la lutte contre la pauvreté constituent de nos jours une des préoccupations majeures dans plusieurs pays du monde. Au Cameroun, les conflits communautaires, les instabilités politiques, les violences augmentent la malnutrition et l'insécurité alimentaire. C'est plus particulièrement le cas dans les régions anglophones du nord et du sud-ouest Cameroun qui sombrent dans une crise politique et sociale dénommée crise anglophone. Et cette crise impacte négativement les activités agricoles et pastorales dont dépend la majorité des populations. Définition des mots-clés. Le concept d'insécurité alimentaire se définit par son antonomie. Déjà, on va définir 3 mots-clés: insécurité alimentaire, résilience alimentaire également. Le concept d'insécurité alimentaire se définit par son antonyme qui est la sécurité alimentaire. À l'issue du sommet mondial de l'alimentation de 2009, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Ainsi, l'insécurité alimentaire existe lorsque les personnes n'ont pas un accès à des denrées alimentaires sûres et nutritives en quantité suffisante qui garantiront une croissance et un développement normal, une vie active et saine. Elle peut donc résulter de l'absence des denrées, d'un pouvoir d'achat insuffisant, d'une mauvaise distribution ou d'une mauvaise utilisation des aliments au niveau domestique. La résilience alimentaire, quant à elle, se définit comme la capacité d'un ménage à faire face à un changement brutal, par exemple la chute de l'offre alimentaire ou bien du pouvoir d'achat des populations, et à développer également des stratégies de sortie de crise. Les stratégies de résilience dans un contexte d'insécurité alimentaire désignent l'ensemble des activités auxquelles recourt un ménage ou un groupe de personnes afin de se procurer de la nourriture, des revenus, des services, quand leurs moyens habituels de subsistance ont été perturbés. Revue de littérature. Concernant le thème insécurité alimentaire et résilience, plusieurs auteurs ont écrit sur la question. Déjà, Kandawi et Aguda, la FAO pense que l'insécurité alimentaire est due aux guerres ou aux conflits politiques et armés qui créent un engrenage de pauvreté qui aggrave la prévalence de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition. De son côté, James et Ackley a que les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture sont parmi les plus vulnérables face aux répercussions négatives d'un conflit, par exemple un conflit politique, d'où l'insécurité alimentaire qui est une des causes de nombreuses mortalités infantiles ou des adultes. Le concept de résilience alimentaire est un processus permettant le maintien de la sécurité alimentaire des populations malgré des perturbations ou des chocs que celles-ci subissent. Selon Tyndall et Hall, les populations développent des capacités individuelles ou collectives visant à renforcer leurs capacités productives et les moyens de subsistance, autant pour moi. Les stratégies adoptées par les ménages varient donc en fonction de leurs moyens. Problématique. Notre problématique cherche à illustrer et à comprendre le processus de résilience et de reconstruction alimentaire de communautés à l'issue des conflits sociopolitiques qui sévissent dans les régions anglophones du Cameroun. Elle se décline en 2 principales questions. La première question est de savoir quelles sont les manifestations de l'insécurité alimentaire dans les régions anglophones. La deuxième question est celle de savoir quelles sont les stratégies de résilience alimentaire. En d'autres termes, de quel recours usent les ménages des populations dans la région anglophone pour se procurer de la nourriture, des revenus, des services dans un contexte de crise. Les hypothèses.
Les hypothèses, la première hypothèse a que les conflits armés qui sévissent dans les régions anglophones depuis 2017 ont conduit les populations à une situation d'insécurité alimentaire. La deuxième, la deuxième partie de mon hypothèse argue que les diverses techniques de résilience afin d'accéder régulièrement, quantitativement et qualitativement aux denrées alimentaires, en l'occurrence la réduction de la consommation alimentaire ou le changement de régime alimentaire, les autres massifs des populations dans les régions voisines sont vaines. Cadre méthodologique. L'étude est basée sur l'exploitation des données issues d'une part de la recherche documentaire sur la crise anglophone et de l'insécurité alimentaire dans le monde et en Afrique. Également, nous avons fait des enquêtes essentiellement qualitatives, c'est-à-dire les entretiens semi-directifs, les focus group, l'observation indirecte entre 2020 et 2023 auprès des populations vulnérables des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Parmi ces populations, la majorité a une activité principale reliée à l'agriculture. L'échantillon est composé. La tranche d'âge varie entre 21 et 65 ans. Résultat. La première partie parle de la crise anglophone à l'insécurité alimentaire au Cameroun. Grande crise anglophone. Datant de l'histoire du Cameroun sous colonisation et sous indépendance, la crise anglophone ressurgit en octobre 2016 lorsque des avocats, des étudiants et des enseignants anglophones ont commencé à protester contre leur sous-représentation et leur marginalisation par le gouvernement camerounais à dominance francophone. C'est alors que les séparatistes revendiquent en majorité le retour à un État fédéral et pour une minorité l'indépendance et la proclamation d'un nouvel État, l'Ambazonie. En fin novembre 2017, le mouvement se durcit et évolue vers un conflit armé entre les groupes séparatistes et les forces gouvernementales. Ces conflits armés induisent alors des baisses de production vivrière, des revenus agricoles, avec comme conséquence principale l'insécurité alimentaire, voire les crises alimentaires et nutritionnelles. Grand B, dysfonctionnement des activités agricoles comme conséquence de la crise anglophone. Le secteur agricole constitue au Cameroun la principale source de création des richesses économiques de l'État camerounais. Il participe à l'économie en fournissant plus de 80% des recettes officielles d'exportation avec une contribution de 32,6% au produit international brut. L'agriculture est à 70% familiale au Cameroun et encore plus dans les régions rurales, en l'occurrence les régions du Sud et du Nord-Ouest. Représentant en 2017 20% de la production agricole du Cameroun, les régions anglophones sont impactées depuis la crise. L'agriculture, en effet, est une part importante de l'activité économique des deux régions. L'agriculture représente en fait une part importante de l'activité économique des deux régions. Le sud-ouest et le nord-ouest sont notamment d'importants bassins de production de thé, de palmiers à huile et surtout de cacao, de café, et sont également des régions où sont cultivés le maïs, le manioc, la patate, la banane, les pommes de terre et le haricot. Les conflits armés entre l'État camerounais et les séparatistes ont des conséquences néfastes sur la production. Les effets de ce conflit se font ressentir le long de la chaîne alimentaire, en l'occurrence la production, la récolte, la transformation, le transport et la commercialisation. En effet, face aux mesures, notamment l'interdiction des déplacements des populations, la quantité et la qualité de la production sont ainsi affectées. On constate l'absence d'entretien des plantations et d'application des traitements, l'abandon des champs d'une grande partie des récoltes, le non-traitement d'une partie des cabots récoltés qui ne sont pas décabossés, les difficultés à procéder à la fermentation au séchage qui se réalisent désormais au gré des menaces et des fuites en brousse. Les restrictions de la mobilité des rassemblements, mais également les restrictions de la mobilité des rassemblements, mais également la fermeture des marchés empêche la circulation des biens alimentaires entre les régions et les départements. Le climat d'insécurité s'avère particulièrement nocif pour la collecte, la négoce, le transport des produits avait un impact négatif sur les activités productives et sur l'approvisionnement des marchés en vivres. On déploie également des blocages répétés du trafic routier, la destruction des magasins de stockage des récoltes, la destruction également des installations de traitement des récoltes. Ces propos sont issus d'un photo qui a été réalisé dans la région du sud-ouest du Cameroun.
Les ménages ont également été confrontés à une hausse des prix des denrées alimentaires, ce qui les a empêchés d'obtenir certains produits. Grand C, insécurité alimentaire et période de soudure dans les régions anglophones. La principale ressource des ménages étant provenant de l'agriculture, celle-ci est nécessaire pour satisfaire les besoins immédiats, rembourser les dettes, acheter de la nourriture, payer les frais de scolarité et de santé, participer aux cérémonies et éventuellement payer la main-d'œuvre agricole. Ne pouvant plus cultiver ou vendre, alors même acheter de la nourriture, les populations anglophones vivent à une période de soudure qui correspond ainsi à une période critique de famine caractérisée par la rareté de la nourriture au niveau des ménages ainsi que la restriction financière. De l'avis d'un chef du village de Bambili, depuis le début de la crise anglophone en 2016, plusieurs ménages ont été affectés et sont devenus vulnérables. Ils souffrent de la faim car ils consomment moins d'un repas par jour, c'est-à-dire un seul repas pour 2 jours. Ils ont vu leur principale ou unique source de revenus s'envoler. La soudure pousse alors les familles à adopter différentes stratégies pour assurer leur sécurité alimentaire, comme le recours à l'aide, la baisse du nombre et de la qualité des repas, la migration temporaire ou l'agricole pour assurer un minimum. Grandeur, la multiplication vaine des ressources, la multiplication vaine des stratégies de résilience alimentaire des ménages anglophones. Grand A, les essais gouvernementaux non étatiques. Grand A, les essais gouvernementaux et non étatiques face à la vulnérabilité de certains ménages. Dès 2018, une enquête a été réalisée par l'État camerounais et certaines organisations internationales auprès des ménages afin d'évaluer les conditions de vie des populations des régions anglophones et leur situation d'insécurité alimentaire. Il en ressort justement que cette insécurité est accentuée dans ces régions, c'est-à-dire 54% dans le nord-ouest et 61% dans le sud-ouest. Sur la base de ces résultats, il était recommandé de poursuivre l'aide alimentaire dans ces régions où l'insécurité alimentaire est très élevée, de développer des programmes de résilience aux populations en situation d'insécurité, d'améliorer leurs moyens de subsistance et l'accès au marché en développant les infrastructures de transport. C'est dans ce cadre alors que des acteurs étatiques et non étatiques ont pris des résolutions. Le gouvernement camerounais d'abord a lancé un plan d'urgence alimentaire de près de 13 milliards en 2019. Les organismes comme l'USAID et le PAM se sont associés pour distribuer des rations alimentaires aux personnes vulnérables dans les régions anglophones, de même que plusieurs associations locales et des mouvements religieux. L'action contre la faim de son côté est venue en aide aux populations les plus vulnérables en détectant et en traitant la malnutrition, en distribuant entre autres un soutien nutritionnel aux populations touchées dans les zones où les services de santé sont compromis ou inexistants. Le programme d'aide alimentaire de l'État et des ONG a consisté en bref à une distribution des denrées alimentaires aux ménages vulnérables sur riz, pâtes alimentaires, huile et savon par exemple, dans l'objectif d'améliorer leur sécurité alimentaire à la suite des effets néfastes des mesures restrictives. Cependant, le contenu des kits n'est pas proportionné à la taille des ménages malgré les fortes disparités observées concernant cette taille. En ce qui concerne d'abord les qualités des repas, on note un effet négatif et significatif de l'aide de l'État sur la résilience alimentaire des ménages. Ceci pourrait provenir de l'absence de certains aliments pourtant cruciaux pour la sécurité alimentaire des ménages, notamment la viande, le poisson, les céréales locales. C'est dans ce sens que Damon et Hall soulignent que l'aide alimentaire est souvent inefficace car elle ne couvre pas les besoins énergétiques des bénéficiaires, ce qui est justement le cas dans les régions anglophones. Ce qui alors conduit ces populations, les ménages de ces régions, à multiplier les stratégies personnelles de subsistance afin d'accéder à l'alimentation. Grand B, la première stratégie adoptée par les populations est le changement de régime alimentaire. Le changement de régime alimentaire. Alors, Grand B. Grand B. Oui, c'est bon. Face à l'insécurité alimentaire, la principale stratégie de résilience couramment adoptée par les populations anglophones consiste à réduire la consommation alimentaire ou à changer de régime. Il est question alors de la réduction du nombre de repas. De 3 à 4 repas par jour, ils sont passés à 1 repas par jour. Il y a également des familles, à l'issue des entretiens, on a vu des familles qui passaient toute une journée sans repas.
Il y a également la consommation des aliments moins préférés ou bien moins chers, de la diminution des quantités consommées pendant les repas, de la réduction de la consommation aux adultes pour permettre aux plus jeunes, c'est-à-dire aux enfants, de manger davantage. Il recourt également à l'achat des vivres à crédit, à l'envoi d'un membre du ménage pour manger chez des voisins. Tout ceci ressort des entretiens des focus group réalisés avec ces populations. Certains ménages ayant une femme à leur tête ont utilisé des stratégies liées aux moyens d'existence, en l'occurrence en prêter la nourriture, compter sur l'aide des inconnus, se prostituer ou bien faire des mariages forcés. Les ménages se tournent vers des aliments moins chers, moins appétissants, c'est-à-dire le soir, ils peuvent acheter une tasse de farine de manioc à 100 francs. 100 francs, c'est environ 0,5 €. Une botte de feuilles de légumes à 100 francs, c'est-à-dire environ 0, parce que 1 €, c'est 600 francs, donc 0,6 €. Une mesure d'huile à 50 francs. La pâte d'arachide à 100 francs, ou bien un demi-kilo de riz pour 250. Parfois, d'autres recours également à la mendicité qui concerne au moins 5% des ménages enquêtés, c'est-à-dire qu'ils vont de maison en maison pour essayer de demander la nourriture. Grand C, le déplacement interne des populations. Grand C, le déplacement interne des populations. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont, d'après les Nations Unies, des personnes qui ont été forcées ou contraintes à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé ou d'une situation de violence généralisée et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues par l'État. Dans les régions anglophones, les déplacements de personnes se justifient par la situation sécuritaire de plus en plus préoccupante, la paralysie des activités socio-économiques, le dysfonctionnement des activités agricoles. La nourriture représente une part très importante des dépenses des ménages pauvres. À cause de la persistance des conflits armés dans les régions, elle est une ressource essentielle très rare. C'est pourquoi la famine harcèle ceux qui sont réfugiés dans les régions de refuge, à l'ouest Cameroun par exemple. D'après l'entretien avec l'AIN, lorsqu'il était un réfugié ou bien déplacé interne, la récolte dans les régions de refuge est mauvaise. Nous sommes venus ici parce que nous avons été forcés de nous enfuir de notre village. Les champs de notre village sont plus fertiles que ceux d'ici. Emmanuel également, qui est réfugié à Bouddha, Bouddha c'est dans l'ouest du Cameroun, se plaint. Nous ne pouvons pas cultiver ici. Nous n'avons pas d'espace pour cultiver. Nous devons acheter pour manger. Or, nous n'avons aucun moyen financier pour acheter les vivres. Également, pour ces personnes déplacées, une contrainte également demeure celle de l'accès à la nourriture, en fait. Tous les aliments parfois sont disponibles dans les marchés, par exemple dans les villes de Yaoundé, Douala, la capitale économique et politique pour ceux qui se déplacent là-bas. Mais seulement il faut avoir des moyens financiers pour en acheter, parce que les prix sont carrément très forts par rapport aux ressources des réfugiés. On prend l'exemple de Tatus qui se plaint que nous mangeons du riz tous les jours et sans sauce. Dans d'autres maisons, c'est uniquement le maïs écrasé. Pourtant, au niveau des marchés, tout est disponible. Ça, c'est un entretien refait ici à Yaoundé avec Taïtos, qui était un réfugié dans la ville de Yaoundé. La localité de Bacham également, Bacham c'est à l'ouest du Cameroun, la localité de Bacham également dispose de très peu de structures pouvant offrir des emplois formels aux personnes déplacées internes. Les emplois temporaires sont plus fréquents dans le secteur agricole. Il s'agit alors des travaux champêtres payés à la tâche comme le Mbampé. Le Mbampé ici au Cameroun consiste pour certaines personnes qui n'ont pas des espaces terrestres, qui n'ont pas des champs, en fait, qui n'ont pas de terres pour cultiver, de travailler pour certaines personnes qui ont des terres. Et on les paye à la fin de la semaine, bien à la fin des mois. Donc, ils sont sans activité. On peut les payer par hectare, bien par mètre carré cultivé. Donc, quelqu'un a son champ qui veut cultiver, il paye des personnes pour venir cultiver ce champ en échange de l'argent. Il s'agit des travaux champêtres payés à la tâche comme le Mbappé qui offre de temps en temps des possibilités aux jeunes chômeurs de s'occuper. Le petit commerce, en dehors du petit commerce, de l'activité de transport par moto, bien par taxi, les quelques autres travaux agricoles, les emplois sont surtout les activités ne nécessitant aucune qualification particulière. Dans la ville de Douala et de Yaoundé, les personnes déplacées qui ont perdu leur emploi et leur revenu quotidien et dont leur pouvoir d'achat en raison de la pandémie continuent d'être exposés à l'insécurité alimentaire. Selon une évaluation du Haut Commissariat des réfugiés du Plan international en avril 2022, 93% des réfugiés des demandeurs d'asile urbains ne peuvent pas satisfaire leurs besoins alimentaires quotidiens et 73% ont perdu leur emploi.
C'est pourquoi on peut donc dire que les personnes déplacées à Yaoundé et à Douala qui ont perdu leur emploi et leur revenu quotidien et dont le pouvoir d'achat continuent d'être exposées à l'insécurité alimentaire. On a parlé au début du 20 déplacement interne des populations, parce qu'en principe, ils se déplacent dans la ville de Yaoundé, de Douala, Bafoussam, parce qu'ils cherchent justement à satisfaire, à sortir de l'insécurité alimentaire. Mais ils voient quand ils arrivent dans ces autres villes, ils continuent à être maintenus, à être exposés à l'insécurité alimentaire. Conclusion, cette recherche avait pour objectif de mettre en exergue les stratégies de subsistance des ménages face à l'insécurité alimentaire pesant sur une frange importante des populations dans les régions du Cameroun. Elle souligne le fait que malgré les efforts menés dans la prévention et la gestion des crises alimentaires, les progrès accomplis restent trop maigres et les populations sont toujours extrêmement vulnérables aux chocs qui perturbent le commerce, les activités agricoles et pastorales. Je vous remercie. Merci. Alors, on va essayer de faire la même chose avec les autres présentateurs, c'est-à-dire poser quelques questions d'abord spécifiques sur votre intervention. Est-ce que, Josiane, vous m'entendez? Ça va être compliqué, je pense. Allô, je ne vous suis pas. Peut-être qu'il serait mieux d'écrire les questions. Là, je pourrais facilement les lire. Est-ce qu'on pourrait, si j'ai des questions, je propose qu'on écrive les questions. S'il y a des questions, tu passes mieux si jamais tu pas sûr. Non. Mais il faut que c'est qu'elle n'entend pas quand on parle. Si elle entend, Allô? J'avais eu la chance de la lire, de préparer les questions. J'avais déjà une question très factuelle sur le choix de l'acteur collectif, comme on était sur une thématique acteurs sociaux. Ça m'intéressait de savoir pourquoi, dans le cadre, on parle de crise anglophone. On n'est qu'à un niveau de ménage, donc pas d'acteurs politisés. Est-ce que c'est un choix d'étude ou est-ce que c'est parce que pour étudier la résilience sur les questions de sécurité alimentaire, dans ce contexte, c'est ça qui est plus pertinent. La question, d'autant plus que dans la présentation, il y a ménage/population. L'anglophone, ça fait pour l'utilisation des termes population, mais moi, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'on met sous terme de ménage? Ça me paraît assez clair. Qu'est-ce qu'on met sous terme de population? On parle d'un collectif. D'autant plus que la discussion, si je comprends bien, c'est des stratégies personnelles une fois que les stratégies étatiques ont échoué, notamment. Bien sûr, c'est mot par mot, je pense. Non, mais c'est pas pour rien, parce que quand elle se reconnecte. Elle revoit les. Normalement, ouais. Ouais. Okay. Vous pouvez y aller comme ça, j'écris. Et quand elle se reconnecte, elle peut lire. Peut-être dans des questions. Oui, il reste 15 minutes. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça. Elle est allée à la capitale pour donner son passeport et récupérer son visa. Mais en fait, le rendez-vous était déplacé à la dernière minute, donc ils avaient le passeport et donc elle n'a pas pu voyager ni vraiment faire une vidéo. Enfin, on n'a pas pu anticiper comme il fallait parce qu'on y croyait et voilà. La méthodologie humanitaire, etc., fondée sur le ménage, les coping stratégies, etc. Un peu plus sur la communauté collective qui fait derrière, des choses un peu intrafamiliales, parce que vous savez que les familles au Cameroun ne font pas des ménages. Bon,
Ouais, éventuellement en amont aussi, si M. Folliam, mais voilà, c'est souvent des groupes familiaux qui sont guidés. Et les stratégies alimentaires, souvent, c'est Oui. Ouais. Oui, Dans je tous les cas, elle sais. recevra la vidéo, donc à la limite, elle pourra tous nous adresser un joli retour par. Et on peut aussi noter les questions et lui transmettre aussi, parce que le but c'est d'avoir des retours sur les travaux, Ouais, etc. tout à fait. Et moi, j'aurais eu envie de lui demander, bon, du coup, je le dis à voix haute, mais elle n'est pas là. Mais, du coup, est-ce que pour elle, je sais pas trop dans quelle mesure résilience c'était vraiment quelque chose qui est utile en fait pour son travail ou est-ce que finalement, parce que ça m'a un peu rappelé la formule que tu as utilisée ce matin, parler de la résilience des enfants des rues. Enfin, là, c'est pas de la résilience des gens qui sont en train de mourir de faim, en gros. Du coup, de l'humanitaire, etc. C'est-à-dire on met de la résilience parce que c'est un terme d'éponge, tout le monde va piger et puis on voit ce que c'est, mais ce sont des stratégies qui visent à la résilience, mais qui n'en sont pas, qui ne produisent pas pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, de la résilience alimentaire. La résistance, oui, la résilience. Mais je comprends que si elle est influencée par toutes les cas d'analyse qu'elle a cités là dans la littérature, je comprends qu'elle utilise ce terme-là, et en l'occurrence, c'est des grilles d'analyse très communes dans la zone. Dans le texte, c'est un peu plus nuancé entre des stratégies dites de résilience par rapport au nombre de repas et à la qualité des repas. Je reprenne ce que c'est aussi en période de soudure, pas forcément en matrice, par rapport à la migration, où on dit là, c'est pas une stratégie de résilience. On est quelque part cette petite différence, mais qui reste limitée par rapport à. On a dit c'est pas une méthode qui s'appelle CSA, le Coping Strategy Index, et ça reprend un peu les différents paramètres de la chose. Elle utilise cet index Pour moi, c'est un peu. Vraiment, à mon avis, ça. Effectivement, une question sur ce terme-là, peut-être un peu plus cash au niveau politique, c'est est-ce que justement cette étude de cas, elle amène pas à critiquer le terme de résilience justement comme euphémisation de la réalité vécue par les populations et aussi comme outil politique d'euphémisation. Enfin, Voilà, le croisement avec les histoires des modèles politiques, le développement a été quand même souvent aussi définition. Le développement tel que connu par le monde des développeurs, d'ailleurs il n'est pas promu de la même manière, ça de discuter, l'acteur intermédiaire que vous avez étudié. Et à l'intervention de l'État, ça m'a fait penser, en citant la dernière intervention, moi je travaille sur l'exploitation minière et ça aide assez loin. Et en même temps, cette question de la malprésence de l'État et de l'absence qui est souvent reprochée dans des zones il y a quelque chose qui est sorti dans la revue politique africaine au Burkina Faso sur cet enjeu de la malprésence. Souvent, ils qualifient l'absence d'État au sens d'absence d'État ou son absence d'infrastructure. Et ça, au type développeur, d'attente qu'on pourrait avoir et de présence de l'État, mais qui serait mauvaise. Alors, dans le cas de l'article du Burkina Faso, c'est une présence sécuritaire de protection des usages industriels, en fait, de protection du modèle. À ces grands barrages, quand je vois qu'il y a aussi une présence, la forme de l'État, mais en défense d'un modèle qui est remis en cause par alternatif, mais qui du coup est aussi voilà. Dépolitisation des notions quand elles sont utilisées par le monde des développeurs, on le frappe dans les Du coup, c'est moins sur le travail de Josiane, mais c'est une remarque qui m'était venue quand j'avais entendu vos deux premières présentations.
Merci à vous deux. Et du coup, je me demandais par rapport à ton travail sur les programmes de substitution, est-ce que tu les as analysés du coup dans... Enfin, je ne connais pas bien les détails, mais j'avais lu un article qui se penchait sur vraiment la dimension de formalisation de la terre qui était associée avec l'entrée dans ces programmes. Du coup, est-ce que c'est le cas dans ta zone d'études? Parce que, enfin, bon, moi, je m'intéresse à la question foncière dans ma thèse, mais au Brésil. Enfin, cet article, je pense que c'est pas dans la même région, c'est dans le Putumayo, plutôt à la frontière avec l'Équateur. Mais du coup, enfin, les collègues, ils ont étudié les programmes de formalisation des droits fonciers, du coup, dans le cadre des programmes de substitution des cultures, dans cette région-là, et en disant, finalement, c'est la nouvelle silver bullet des politiques, en fait, contre les drogues, quoi. Et il me semble que finalement, ça revient avec ce que tu as dit ce matin sur la notion de la résilience comme très libéralo-compatible et avec cette idée de, en fait, pour pouvoir aider ces populations qui sont tellement admirables, comme le dit Gutiérrez, qui sont si résilientes, etc., il va falloir leur donner finalement, ramener l'État, ramener le développement post-conflit. Et ça m'a aussi fait penser du coup aux travaux de Jacobo Grajales. Sur cette notion vraiment de le marché comme post-conflit et comme paix, en fait. Et du coup, qui dépolitise aussi complètement que en l'occurrence, le marché foncier, c'est pas enlevé du conflit potentiellement. Du coup, je me demandais si dans ton cas, il y avait aussi cette notion de formalisation ou pas. Et du coup, juste pour finir, pardon, c'est aussi un petit peu le lien avec ce que tu disais, c'était le cas de Granada, je crois, l'État dans l'État, enfin, une des deux organisations paysannes devenait l'État dans l'État. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes de quelle est cette organisation paysanne et comment elle a peut-être aussi complètement changé? Enfin, est-ce que ça reste un fonctionnement d'assemblée finalement? Est-ce que c'est devenu presque un espèce de autogestion paysanne ou est-ce que finalement c'est en train de se hiérarchiser, de se bureaucratiser? Et du coup, est-ce que ça reste quand même la même organisation paysanne? Donc peut-on vraiment parler de résilience ou est-ce que ça a complètement changé la nature de cette forme politique-là? Et est-ce que du coup, il y a peut-être d'autres... Enfin, si j'ai bien compris, c'est un gros projet que vous avez avec des comparaisons entre pays. Et est-ce que c'est le cas aussi est-ce que ce serait un espèce de de point commun entre différents cas, cette espèce de bureaucratisation en fait des organisations paysannes? Enfin, c'est tout à fait une hypothèse, voilà, c'est une question totalement ouverte, c'est peut-être pas du tout le cas, mais voilà. Il y a un article que j'ai su désespérément parce que c'est le seul que j'ai trouvé qui analyse cette question vraiment de façon très sérieuse. Oui, enfin, dans le monde de la réduction des cultures des coca, en Colombie, il y a des croyances institutionnelles de dire que si on légalise le bled, on n'aura plus de coca. C'est et ça, effectivement, fait. Et je trouvais un seul article, vous connaissez très très bien, qui démontre qu'en fait, c'est pas vrai. C'est dans World Development, non? C'est un gros article. Alors, le prix s'appelle Frances Thompson. Oui, c'est ça, c'est la même. Ok. Du coup, alors, dans le cadre du programme que j'étudie, en fait, c'est plusieurs programmes qui ont été mis en place parallèlement dans les accords DP. Dans le mien, il n'y avait pas ça. Dans d'autres cas, ça s'est implémenté. Mais du coup, j'ai fait une partie en fait, de mon mémoire sur cette question-là. Effectivement, j'y réponds en plus, tu veux, la même conclusion de cet article. À savoir par exemple que l'une des choses que justifie l'institution pour dire qu'il faut formaliser, c'est pour avoir accès au crédit, par exemple. Donc là, il y a l'idée que les paysans dans public de la coca n'ont pas de crédit. Donc ils n'investissent pas sur leur parcelle. Ils investissent sur leur parcelle. Alors, ça, je ne l'ai pas vu, mais en même temps, je n'ai pas traité malheureusement cette question à fond avec les paysans, donc je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le crédit, c'est absolument faux. Enfin, le crédit dans les économies légales marche très très bien. Enfin, c'est pas une question de crédit. Et au contraire, par exemple, le paysan qui m'a accueilli chez lui, donc depuis la signature des accords de paix, il s'est noté avec la banque, avant l'intérêt. Et je me souviens beaucoup de scènes où je parlais souvent de l'investisseur à l'appel de la banque. Il disait bah, vous avez 30 millions de pesos de dettes,
par exemple, vous payez que 10 millions sur ce compte, donc un tiers, mais vous devez payer dans un mois. C'est ce qu'il leur disait. Et du coup, la discussion dans la famille, c'était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend la moto? Est-ce qu'on vend une vache pour payer la dette? Donc, ça montre aussi comment c'est taxé même donc, à ces économies légales, donc à ces crédits bancaires. Ça ne facilite pas tout ça les choses. Et l'autre question aussi qui est assez intéressante sur ça, c'est j'ai remarqué une certaine contradiction en fait. Qui se dit, par exemple, les premiers fonctionnaires du programme de Santos disaient à un moment qu'ils voulaient changer le programme de substitution des cultures pour un problème des formalisations de la terre. Là, c'est un peu un détail de dire on avait pensé un peu des substitutions, mais en fait, c'est pas ça dont on a besoin de formaliser les terres. Donc, ils ont fait la proposition à notre entité du gouvernement pour que cet argent-là s'investisse pour la formalisation de la terre. Ça n'a pas marché parce que l'État ont dit niet. Donc, vous avez déjà promis par ailleurs de formaliser les terres, donc ça veut dire que. Non. Et aussi, alors, déjà, donc, je pense une incompréhension du problème de la part des institutions, mais aussi, après qu'il s'est implémenté, il y a un peu un double discours parce qu'à la fois l'institution dit les mêmes fonctionnaires qui m'ont dit qu'il faut formaliser pour éradiquer les cultures des quotas. En même temps, ils disent on sait très bien qu'il existe une stratégie de la part des utilisateurs de ne pas cultiver sur des terres qui sont légales. C'est toujours des terres qui n'appartiennent à personne, qui appartiennent à l'État. 50% des terres où il y a de la quota, c'est des terres qui appartiennent à l'État. Justement pour éviter ces rapports de responsabilité. Cette responsabilité. Donc, il y a un peu cette contradiction. Je pense qu'à mon avis, mon hypothèse, c'est que c'est un peu l'aveuglement de la croyance que toutes les choses bonnes vont ensemble. C'est la seule hypothèse que je donne parce que la même personne me dit des choses qu'en soi, ne se tiennent pas. Et c'est très bien que la personne a cette stratégie-là, mais il dit il faut quand même formaliser pour qu'il y ait plus de culture des quotas. Et de la part des paysans, alors je n'ai pas fait une enquête, on va dire, vraiment à fond sur cette question des terres, le rapport à la terre. Mais effectivement, je pense, dès ce que j'ai pu observer comme ça de loin, il y a effectivement cette stratégie d'informalité. Donc, peut-être qu'il y a besoin de la formalisation pour d'autres questions, comme dit l'article, effectivement, pour combattre des acteurs de pouvoir, mais pas vraiment pour la question des quotas, ça n'est pas. Un peu sur la conception de résilience de la prévenir un peu de l'État. En fait, l'absence de l'État dans cette région, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une absence de l'État dans cette région. On travaille avec cette organisation paysanne parce qu'à la base, même s'il y avait l'absence un peu des projets de développement, la question sociale, économique, agricole, il y a toujours une présence militaire dans cette territoire. Donc, il y a une vigilance constante, même s'il n'y a pas de présence des infrastructures routières. L'État arrive à mobiliser les cadres militaires pour faire la vigilance, même des États-Unis, ils sont capables de ramener des bases militaires dans ce territoire, explorer un peu la région, les potentialités de la région. Donc, le prévenir de l'État, au-delà de la question militaire, bien avec une conception de la résilience vraiment concentrée sur la question de marché. Donc, la première chose que fait l'État avec les processus de paix, dit ok, on n'était pas présent là-bas, partiellement. La première chose qu'on va ramener là-bas, c'est une question financière. On va assurer on va ramener des agences internationales de financement pour concentrer tous les développements à partir d'une stratégie des projets productifs. Donc, les communautés qui étaient complètement délaissées des services publics et des biens publics
commence à activer toutes ses capacités autour de cette notion de OK, on va faire les marchés parce que les marchés, c'est le seul qui peut assurer la continuité des conditions de vie de ces producteurs. Donc, même s'il y avait une manière de l'assurer sans la capacité de produire d'accumulation de capital ou d'accumulation financière ou même des droits de propriété foncière, on va ramener les marchés et après de ramener les marchés, on va regarder si on peut faire une transformation de la structure foncière. Donc, vous travaillez d'abord, vous produisez une manière de vivre, vous produisez une alternative de production de revenus et après on va regarder si on peut faire des échanges marchands avec des autres acteurs, principalement avec des acteurs internationaux. Donc, il commence à arriver différents. Il y a un intérêt qui commence à grandir des institutions internationales et une agence particulière de l'État colombien qui disent la coopération internationale, mais ciblée vraiment sur les investissements. Donc, ce type d'endroit qui était un peu interdit auparavant commence à devenir vraiment ciblé pour différents types d'organisations qui disent oh, il existe aussi une possibilité d'investissement. Donc, on va travailler maintenant avec cette organisation paysanne. Mais elle veut travailler avec eux dans cette optique-là. Elle veut travailler avec eux dans cette optique-là. Elle, l'organisation paysanne. L'organisation paysanne, il y a, je crois que l'État, après 500 a renforcé beaucoup cette idée de faire des projets productifs. Donc, il y a, la seule alternative, c'est de faire le marché. Donc, oui, mais l'OP, est-ce qu'elle veut rentrer là-dedans? Oui. Certains OP, ils trouvent que un OP dedans, oui. Oui, celle de graines. On peut investir, on peut assurer notre capacité, même si on va essayer de transformer ces projets de développement qui est bien vraiment conçu. On va essayer de détourner pour bien faire le marché, mais en même temps avoir une certaine autonomie politique. Donc il y a un détournement un peu des projets qui viennent construits par différents types d'agences. Donc il y a aller-retour entre les agences qui font le développement et les mêmes organisations paysannes. Et par rapport à la question de la bureaucratisation des organisations paysannes, il y a un aspect important. Évidemment, les bailleurs, évidemment, l'État colombien, il arrive avec un projet très conçu et il dit ce sont les conditions dans lesquelles vous pouvez participer. On a regardé un projet dans lequel vous avez fait l'artisanat, vous savez faire la production alternative, des petits projets minuscules de transformation. Donc, vous devez rendre compte de ce que vous faites. Donc, ça commence un processus de bureaucratisation néolibérale dans lequel il commence à demander de plus en plus de capital ou de ressources humaines de capacité pour faire ce type de rapport, pour former les paysans. Donc, les paysans viennent de presque une formation primaire très basique à une nouvelle génération de paysans dans lesquels leurs enfants commencent à avoir des acquis professionnels, commencent à apprendre des finances. La nouvelle génération de paysans vont se former dans la capitale pour apprendre un peu l'anglais et aussi trouver tous les acteurs marchands intermédiaires. Donc, à la fin, aussi, les labels internationaux agroécologiques, ils vont imposer des conditions. Elle dit, bon, écoute, vos produits et de café qui vont vers le Japon, donc ce n'est pas possible d'avoir des traces de glyphosate, donc on va faire un suivi de toute la chaîne de production jusqu'à de la ferme des producteurs jusqu'à l'époque au Japon. Donc ça implique des systèmes d'information, ça implique des échanges voilà, avec différentes organisations et les organisations paysannes deviennent de plus en plus complexes dans ces structures. Ils commencent à avoir des organisations de suivi, ils se sont imposés des conseils d'administration. Par exemple, une organisation de président traditionnel depuis une dizaine d'années, il est empêché d'être le même représentant légal. Bon, il y a des conditions qui commencent à imposer depuis l'extérieur pour cette organisation. On peut continuer à discuter autour d'un café. Voilà. On n'avait plus de questions spécifiques.